Bonjour tout le monde, ici Monsieur Orland pour les Polyphonies d'Orland. Aujourd'hui, pour illustrer mes propos sur la musique à programme, je vous propose de nous attarder sur ce qui est sans doute un des chefs-d'œuvre d'Hector Berlioz, la symphonie fantastique. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'elle est connue comme étant la fantastique. Donc rien que ça, c'est déjà pas mal. Imaginez si vous produisez une œuvre et qu'on lui accole l'adjectif de fantastique. J'imagine maintenant Berlioz qui va rencontrer Beethoven au paradis, puis Beethoven qui regarde Berlioz, ce petit nouveau comme ça, dire oui, bon, qu'est-ce que vous faites? De la symphonie? Oui, bon, vous savez, moi j'ai écrit la troisième, la cinquième, la sixième, la septième et la neuvième. Et vous, vous avez commis quoi? Et là, vous avez Berlioz qui répond, la fantastique. Bon, donc, il a une volonté, Berlioz, de créer un nouveau genre orchestral. Un genre qui fusionne justement le genre symphonique avec des éléments dramatiques. Il veut sortir du concept de la musique absolue. C'est très bien de dire ça, mais on peut s'interroger sur les raisons qui le poussent à vouloir faire ça. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. D'abord, eh bien, c'est la découverte de la musique de Beethoven. Cette musique de Beethoven qui est perçue comme la modernité à cette époque-là. Également, Berlioz est très impressionné par la musique dramatique allemande. On pourrait citer le Freischütz de Karl Maria Weber. Et enfin, il y a le théâtre, notamment la découverte de Shakespeare, la lecture aussi de Faust. Il y a tous ces éléments-là qui l'impressionnent beaucoup. Le but de Berlioz, c'est d'atteindre les émotions ressenties devant un drame avec la musique instrumentale. Et donc, l'idée, je l'avais déjà expliqué dans la musique à programme, mais je le répète ici, l'idée n'est pas dans une imitation. La musique n'a pas le rôle de traductrice de la littérature. Et c'est sans doute une source d'incompréhension. Donc il ne faut pas partir de la musique pour comprendre le programme ou le retrouver, mais se servir du programme pour comprendre la musique. La symphonie fantastique est créée en 1830. Autre élément que je peux donner aussi, c'est que elle est quelque peu autobiographique. C'est-à-dire qu'il s'agit pour Berlioz de représenter la passion éprouvée par lui-même pour une actrice anglo-irlandaise connue pour ses rôles shakespeariens. L'actrice, on connaît son nom, c'est Henriette Smithson. Donc, le fait que la composition soit autobiographique, c'est pas anodin parce que c'est quelque chose d'assez nouveau dans le monde de la musique, inattendu. La symphonie est constituée de 5 parties qui ont chacune un nom bien spécifique qui nous éclaire sur ce qui va se passer. Le premier mouvement s'appelle Rêverie, Passion. Le deuxième mouvement, Un bal. Le troisième, Scène au chant. Le quatrième, Marche du supplice. Et le cinquième, Songe d'une nuit de sabbat. À ces 5 parties, je dois le dire, a été ajoutée une sixième plus tard. Elle est beaucoup moins connue, je vous dis la vérité, c'est moi-même je ne l'ai jamais écoutée. Mais je vous le mentionne parce qu'elle est là, et donc elle s'appelle l'Élio, ou le retour à la vie, et cette sixième partie, eh bien, en quelque sorte, elle poursuit l'histoire avec des gros guillemets, avec un mélange de passages parlés, de pièces musicales. Mais ce qu'on joue aujourd'hui, ce sont en général les 5 premières parties. Le programme. Berlioz nous a écrit un programme pour expliquer sa symphonie, et je vais vous en lire un extrait. Le compositeur a eu pour but de développer dans ce qu'elles ont de musical différentes situations de la vie d'un artiste. Le plan du drame instrumental, privé du secours de la parole, a besoin d'être exposé d'avance. Le programme suivant doit donc être considéré comme le texte parlé d'un opéra servant à amener des morceaux de musique dont il motive le caractère et l'expression. Dont il motive le caractère et l'expression, je souligne, parce que c'est très très important de bien le comprendre.
Alors, je vous propose ici de passer chaque mouvement en revue et de les décortiquer un peu pour avoir une plus grande facilité d'écoute. Le premier mouvement, c'est donc rêverie et passion. Alors, ce premier mouvement, je dois le dire, il m'a un peu déconcerté lorsque je me suis penché sur sa structure. En préparant l'épisode ici, eh bien, j'ai fait quelques recherches et beaucoup de gens évoquent la forme sonate pour désigner sa structure. Alors, c'était une grande surprise pour moi parce que, à l'écoute de ce premier mouvement, je n'ai pas vraiment trouvé de forme sonate. La forme sonate, c'est quoi? C'est une forme qu'on retrouve beaucoup dans les symphonies classiques et romantiques euh, européennes. Alors je vais essayer de faire simple parce que je ferai un numéro une prochaine fois sur la forme sonate, mais disons que vous avez une structure de cette forme sonate. Attention, il faut faire la différence entre forme sonate et sonate. Sonate pour piano de Mozart ou de Beethoven, c'est pas la même chose que la forme sonate. D'accord? Donc il faut faire la distinction ici. Ici, c'est la structure. La structure d'un mouvement qu'on peut trouver dans des symphonies, des concertos, des sonates. Eh bien, c'est typique du langage classique, qui sera repris par les romantiques après. Vous avez une structure en trois parties. Vous avez une exposition, on va exposer des thèmes, en général deux, c'est pas toujours le cas, mais en général c'est plutôt deux, contrastants, d'accord? C'est-à-dire que ces contrastants, c'est toujours très utile dans la musique parce que ça permet de bien faire la différence entre les deux, même si, je ne vous le cache pas, c'est pas toujours facile à une première écoute de faire ça. Donc, exposition, puis deuxième partie, développement, on va développer ces thèmes-là, d'accord? Et puis une troisième partie, c'est la réexposition. Ok? Je ne vais pas plus loin, comprenez juste le principe. Bon, dans le premier mouvement de Berlioz, un, moi je trouve un seul thème, c'est l'idée fixe, dont je vais parler plus tard. Alors certains évoquent un deuxième thème, mais je trouve que le deuxième, c'est pas vraiment un deuxième thème, il n'est pas du tout contrastant, il ressemble beaucoup au premier. Enfin, est-ce qu'on peut même appeler ça un thème? C'est compliqué. Donc vous voyez déjà là je suis embêté, mais enfin ok, je vous ai dit, forme sonate, c'est pas obligé d'avoir deux thèmes. Bon. Et puis, même dans la structure traditionnelle de la forme sonate, je ne trouve pas ces différentes parties, exposition, développement, réexposition. Enfin, je les trouve, mais un peu mélangées, un peu fait vite fait comme ça. Et donc là, j'étais très très embêté, parce que je me suis dit, mais comment c'est possible? Bon, je vous donne la solution tout de suite. L'explication de cette structure qui est un peu éclatée se trouve dans la nature expressive et non pas dans la structure musicale du morceau. En gros, il faut aller voir le programme. Le programme va justifier la structure du morceau. Et c'est intéressant que Berlioz s'appuie un peu sur une forme sonate, mais pas totalement, et qu'il justifie en fait le fait de sortir de ce cadre-là par le programme également. Alors le programme, qu'est-ce qu'il nous dit pour ce mouvement-là? Eh bien, on a un jeune musicien qui a, je cite, le vague des passions. Et donc il est chamboulé, il est triste, il a le spleen, on pourrait dire, ça ne se passe pas très bien. Et puis, pour la première fois, il voit une femme qui lui fait tourner la tête, il devient amoureux. Et ça c'est intéressant, pourquoi? Parce que le début du mouvement comporte une très longue introduction, une introduction lente, qui dure à peu près un peu plus de 5 minutes, hein, dans laquelle on voit en fait ce vague des passions. Et l'introduction lente, c'est un schéma qu'on retrouve dans beaucoup de symphonies. Donc Berlioz utilise des schémas connus, mais il va les détourner de leur usage premier. Et je vous dis pourquoi, parce que l'introduction lente, le plan est très bizarre, parce que on a cette introduction lente, puis on a une première accélération, et puis on retourne à de la lenteur, et ça dure, ça dure, ça dure, ça dure, avant d'arriver à l'image de cette femme aimée. Hein. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on aura la personnification
de la femme aimée dans une pensée musicale. C'est l'idée fixe. À propos d'idée fixe, question. Est-ce que il y en a un qui sait, ou une, qui sait dans quel album on rencontre pour la première fois idée fixe dans les aventures d'Astérix et Obélix? Voilà, vous me direz en commentaire. Ma fille a trouvé. Un jour, elle est venue me trouver en me demandant c'est qui ce petit chien-là. Parce qu'il était. Je vous aide. Il est devant une boucherie. On voit juste une case avec un chien. Puis on voit nos deux héros gaulois qui passent. Et puis le chien qui va les suivre. Et il sera définitivement adopté. Mais voilà. Donc si vous savez, dites-le en commentaire. Ça m'intéresserait de savoir si vous connaissez vos classiques. Bon, je reviens à l'idée fixe. L'idée fixe, c'est la représentation musicale de cette femme aimée. Et c'est intéressant, je reviens avec mon propos dans l'introduction lente, déjà dans l'introduction lente, on trouve des bribes de l'idée fixe à venir. Donc c'est comme si on voit qu'on a cette personne qui est tout chamboulée, toute tourneboulée, où ça se passe pas très bien, et puis, vous savez, quand vous voyez quelqu'un, vous avez peut-être pas forcément le flash tout de suite, c'est qu'elle commence à se former un petit peu, vous voyez, que sans que vous le vouliez vraiment, sans que vous y pensiez vraiment, elle arrive à vous, paf, paf, pas nettement, et puis d'un coup, clac, elle arrive. Et l'idée fixe arrive pleinement vers 5 minutes 20, 5 minutes 30, ça dépend des interprétations évidemment. Et le thème, alors je vais pas tout vous siffler parce que c'est un très long thème, mais ça fait papam 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 pam papam pam papa du popo popo popom pip, et ça continue comme ça, etc. Ça va? Je vous le fredonne juste comme ça, si vous l'entendez dans la symphonie, bah, vous le reconnaîtrez tout de suite. Normalement, vous le reconnaissez, c'est vraiment un thème très très facile à retenir. Et une fois que l'idée fixe arrive, eh bien c'est intéressant parce que il va plus nous quitter, elle ne va plus nous quitter, cette idée fixe, justement. On va la retrouver dans les 5 mouvements. Et comment est-ce que Berlioz justifie ça? Eh bien, il le justifie par le programme. C'est-à-dire que l'idée fixe, c'est la pensée musicale, c'est l'être aimé, et donc, telle est la raison de l'apparition constante dans tous les morceaux de la symphonie de la mélodie qui commence le premier allegro. Vous voyez, c'est vraiment très très intelligent ce qu'il fait, parce qu'il donne une raison pour lier tous les mouvements de la symphonie par cette même mélodie qu'on va retrouver à chaque fois, l'idée fixe. Ensuite, le mouvement exprime une passion délirante, selon les mots de Berlioz. La fureur, la jalousie, les larmes, les tendresses, tout ça, c'est le sujet du premier mouvement. Et je dois dire encore une chose à propos de ce premier mouvement, c'est qu'à la fin de, de celui-ci, on entend encore une fois l'idée fixe qui va être jouée, mais une fois qu'on aura toute cette fureur, cette jalousie, ces émotions complexes qui nous bousculent dans tous les sens, on va entendre une autre fois l'idée fixe, et là, on aura un calme presque religieux qui va s'installer, comme si, eh bien voilà, oui, c'est bien elle, la femme de ma vie, je suis clair avec mes émotions, j'ai bien compris. On passe ensuite au deuxième mouvement. Le deuxième mouvement, c'est un bal. Et c'est un mouvement très programmatique, en ce sens que la musique qu'on va entendre joue le bal. On a d'abord une petite montée en tension, et très vite, pouf, on arrive dans le bal proprement dit. Et quoi de mieux que la valse pour personnifier le bal? Donc c'est une sorte de valse qu'on va entendre. Alors, en regardant, parfois on évoque une forme ABA pour ce mouvement-là. Oh, une nouvelle fois, je trouve que c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a cette première partie où on entend le bal, puis après environ 2 minutes, on a l'apparition de l'idée fixe qui est transformée. C'est-à-dire que cette mélodie va être jouée presque exactement comme la première fois, mais en étant plus douce, plus dansante. Et suite à l'idée fixe, il y aura un petit interlude, et puis la première partie reprend. Donc vous voyez, en ce sens, on pourrait dire A, B, A. Mais une fois que la première partie reprend, on va avoir un emballement, une sorte de coda
Faudrait, je vous l'avoue, j'ai pas analysé en profondeur, hein. Mais si vous voulez une sorte de précipitation du mouvement, et puis on va encore entendre une fois vers la fin l'idée fixe, seule, cette fois-ci dépouillée de presque tout accompagnement, et puis une reprise en fanfare pour terminer le mouvement. Donc vous voyez, c'est pas si clair de nouveau la forme si on regarde simplement la structure. Je mets un petit mot ici. Quand vous écoutez une musique, vous pouvez l'écouter de manière naïve, c'est pas un problème. Mais si vous voulez comprendre mieux le morceau, c'est toujours intéressant de voir sa structure. Prenez par exemple un thème et variation. Il faut comprendre que vous avez le thème et puis il va avoir des variations. Une, 2, 3, 4, 10, enfin autant que vous voulez. Et c'est intéressant parce que vous savez comment l'écouter. C'est pas du tout la même chose d'écouter un thème et variation que d'écouter un rondo, que d'écouter une forme sonate, comme je le disais, etc., etc. Donc, voyez, c'est important de partir de là. Mais ce que je veux montrer ici, c'est que ici, ça fonctionne moins bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Moi, je pense au contraire, il faut regarder la forme, il ne faut pas rester bloqué dessus, mais il faut voir justement, la musique, c'est quelque chose de vivant. Les formes qu'on apprend, théoriquement, eh bien en pratique, ça peut être un peu, voire très différent de ce qu'on trouve. Mais il faut bien les comprendre. Troisième mouvement, c'est le mouvement lent de la symphonie, c'est scène au chant. Alors ce mouvement, je trouve qu'il est vraiment très intéressant parce qu'il commence par un petit duo sur un Rans des vaches. Alors le Rans des vaches, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le chant des bergers, surtout en Suisse, on pouvait avoir ça. Et le plus célèbre, vous l'avez sûrement déjà entendu, c'est dans la sixième symphonie de Beethoven, la symphonie pastorale. Ça fait à peu près le pi pa pi pa 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 pa. Et juste avant le célèbre thème qui est vraiment vraiment très joli. Donc je vous dis, c'est un petit duo, hein, et ce petit duo, il est fait entre un hautbois et un cor anglais. Ça c'est intéressant parce que le cor anglais, il est utilisé seulement pour ce petit duo, ce qui est une mise en scène en plus parce que sur la partition, vous pouvez lire qu'on demande au hautbois, alors en fait on demande à un des deux hautbois de prendre un cor anglais et à l'autre de sortir. Et donc on va entendre, pour avoir justement cette idée de mise en scène, qu'ils ne sont pas au même endroit, et donc il y a un appel et réponse. C'est ça le petit duo. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi ça m'est déjà arrivé, c'était très drôle. J'étais dans un bâtiment, et alors pour vous dire toute la vérité, c'était après un cours de chinois. Et je descendais le bâtiment, et il y avait une très belle résonance dans ce bâtiment, donc j'aimais beaucoup siffler dedans. Je sais pas si j'embêtais les autres, je pense pas, sinon on me l'aurait dit, hein. Et donc je sifflais, et je sifflais un air très connu. C'était du Dragon Quest, voilà, l'air d'introductif de Dragon Quest. Et je commence à siffler, et puis à un moment je m'arrête, et ben, 2 étages au-dessus, il y a quelqu'un qui a continué en fait, qui a repris et qui m'a répondu. Donc vous voyez, ça se fait, hein, parfois. C'est un souvenir que je garde qui me fait parfois chaud au cœur quand j'y repense. Bref, donc on a ce chant des bergers. Et puis après, je dirais environ un peu plus de 2 minutes, eh bien on va avoir le thème principal du mouvement qui va arriver. Et nous dit Berlioz, ce duo pastoral, le lieu de la scène, le léger bruissement des arbres doucement agités par le vent, quelques motifs d'espérance qu'il a conçus depuis peu, tout concourt à rendre à son cœur un calme inaccoutumé et à donner à ses idées une couleur plus riante. Donc on a un morceau très tendre qui va arriver, vraiment très joli, jusqu'à jusqu'à une section orageuse contrastante. Et là, la section orageuse, on entend les orages au loin comme ça, par les timbales. Tiens, c'est intéressant parce que ça rappelle la symphonie pastorale de Beethoven. J'y reviendrai. Donc c'est quoi? C'est cette section orageuse, eh bien on a l'intrusion de pensées noires, avec un retour transformé de l'idée fixe. Et après ça, le thème d'ouverture revient, mais il est caché dans une texture musicale complexe. Donc il y a tout un travail, hein, de musicien là-dessus, assez intéressant. Et à la fin, on a ce petit duo
sur le Rans des vaches qui va essayer de se reformer, mais ça ne se refera pas. L'un des pâtres reprend le Rans des vaches, l'autre ne répond plus. Bruit éloigné de tonnerre, solitude, silence. Et le silence qui nous mène au quatrième mouvement, la marche au supplice. Et pour ça, il faut que j'explique un peu, il faut que je reprenne le programme plutôt. Berlioz nous dit: ayant acquis la certitude que non seulement celle qu'il adore ne répond pas à son amour, mais qu'elle est incapable de le comprendre et que de plus, elle en est indigne, l'artiste s'empoisonne avec de l'opium. La dose de narcotique, trop faible pour lui donner la mort, le plonge dans un sommeil accompagné des plus horribles visions. Il rêve qu'il a tué celle qu'il aimait, qu'il est condamné, conduit au supplice et qu'il assiste à sa propre exécution. Et voilà en quelques mots le déroulé du quatrième mouvement. On aura ici l'alternance de deux thèmes contrastés, à l'allure d'une marche jusqu'à la coda. On a la marche du condamné, et puis le thème de la justice. Et c'est vraiment une alternance entre les deux. Et le premier thème, ça fait ça. Pi pa dum pa pa pam, pi pa dum pa pa pam, etc., etc. Tandis que le thème de la justice, vous allez l'entendre aussi très nettement, c'est un thème beaucoup plus éclatant, et ça fait pa pam pi pa dam pam pim pam 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 pi da et ça continue comme ça. Donc vous avez ces deux thèmes qui sont là et on sent, on voit vraiment cette arrivée devant l'échafaud. Parce que on entend de nouveau tout au long du mouvement une tension, une précipitation des événements. Et alors il arrive devant l'échafaud, et ça c'est incroyable, il entend une dernière fois l'idée fixe. Mais, et ça c'est quelque chose de très personnel, je vous dis pas que vous devez le voir comme ça, mais j'ai toujours imaginé qu'il allait se faire couper la tête, parce que c'est ça qui va lui arriver, et que juste avant, il va mettre sa tête, puis une dernière fois, il lève les yeux au ciel, et il repense à sa bien-aimée, qui l'a tuée, puisque c'est dans son rêve. Et voilà, c'est la dernière chose. Et on voit vraiment, de manière très très fugace comme ça, l'idée fixe, mais qui se fait elle-même couper par la guillotine qui va couper la tête du pauvre musicien. Et un petit détail qui est quand même à son importance, on entend justement la guillotine qui tranche la tête du pauvre musicien et on entend la tête de ce pauvre musicien tomber. C'est des pizzicatos des cordes. Alors vous écoutez bien et ça fait, vous entendez un schlack et puis ça fait pom pom pom. Voilà. Comme ça vous savez que c'est la tête de ce pauvre musicien. Mais bon, c'est un cauchemar, donc il ne faut pas vous inquiéter non plus, c'est pas vrai. Et puis ça finit par l'orchestre, et puis les tambours, justice est rendue, tout le monde est content. Mais c'est pas la fin, car il reste un cinquième mouvement, le songe d'une nuit de sabbat. Et ça, c'est un mouvement très intéressant parce que c'est ce qu'on appelle une composition continue. Dans sa structure, c'est une suite de sections différentes sans répétition. Et que nous dit Berlioz? Il nous dit que le compositeur se voit au sabbat, au milieu d'une troupe affreuse d'ombres, de sorciers, de monstres de toute espèce réunis pour ses funérailles. Et l'orchestre nous joue des bruits étranges, des gémissements, des éclats de rire, des cris lointains auxquels d'autres cris semblent répondre. C'est une atmosphère vraiment malaisante, on n'est pas bien, et tout ça c'est l'orchestre qui nous le rend. Et puis, une fois le cadre installé, on va entendre l'idée fixe. L'idée fixe se joint à eux, mais dans une nouvelle version, avec un caractère grotesque, trivial et ignoble. C'est poprom, 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 pom. Et vous entendez vraiment, elle est complètement déformée, presque scabreuse, si vous voulez. C'est la plus grande transformation de l'idée fixe. Et on va avoir une sorte de sabbat qui va commencer, jusqu'au moment où on va attendre un très grand effet. Mais je trouve que c'est magnifique parce que le mouvement est lancé et au bout d'un moment, on va entendre une cérémonie funèbre qui va s'accomplir. On a d'abord les cloches. Pom, pom,
pom. Alors les autres continuent un peu à bouger, pom, pom, pom. Et ça calme tout le monde. Et là, c'est vraiment quelque chose de très lugubre qui s'installe. Et puis, effet garanti, on a l'arrivée du dies irae. Pom, pom, pim, pom, 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 pim, pom, pom, pom. Voilà, ça c'est le dies irae, c'est comme chant grégorien évidemment, ça va? Et donc, il y a dies irae, c'est la colère de Dieu, si vous voulez. Puis on va avoir donc toute cette mise en scène musicale, et puis la musique va se mélanger au dies irae, et après ça, on aura le retour de la ronde de sabbat, mais qui va apparaître pardon, sous une forme fuguée. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet justement de nourrir le changement de rythme, si vous voulez, du mouvement, de relancer en fait la musique du mouvement, puisque ce sont des sections différentes. Eh bien, il faut trouver une inventivité pour continuer la musique et pour que ce soit pas soit redondant, répétitif ou lassant. Eh bien, cette forme fuguée, alors je ne vais pas expliquer non plus ce que c'est que la fugue ici, mais sachez que en fait la fugue, il y a deux choses à retenir, c'est des entrées séparées, on a des voix différentes qui vont pas entrer au même moment, donc ça crée une sorte de décalage dans l'entrée des voix, et vous avez une superposition des voix, donc les différentes voix qui vont en fait avoir un contrepoint, une musique en contrepoint, et ça change un peu, si vous voulez, la façon d'entendre cette musique. Ça remplit un peu plus l'espace, si je puis dire les choses ainsi. Et alors, on va superposer en contrepoint la ronde de sabbat avec le dies irae. Donc il y a un jeu musical là-dedans, évidemment, hein, qui est très intéressant. J'imagine qu'il a dû être très intéressant pour Berlioz de le faire, et puis qui est très chouette à écouter. Et puis ça finit de manière diabolique et chaotique. Voilà, ça ce sont les 5 mouvements. Et donc, quand même, je dois dire une chose, c'est que la symphonie fantastique, ce n'est pas l'histoire de l'épisode de la vie d'un artiste. Ça, c'est le sous-titre donné par Berlioz. C'est pas l'histoire, c'est une proposition musicale en réponse à une situation dramatique particulière. Et pour arriver à faire ça, eh bien, Berlioz va utiliser l'orchestre et tous les moyens possibles de l'orchestre. Par exemple, il va utiliser des éléments au départ réservés plutôt à l'opéra, comme la harpe, les cloches, le cor anglais. Il va aussi utiliser des archétypes musicaux pour le bal, hein, une valse pour le bal, la justice, le côté clinquant de la justice, le tonnerre, hein, avec les timbales. Et c'est intéressant parce que je parle du tonnerre, mais on a aussi des références à Beethoven. Et les références à Beethoven ne sont pas gratuites. Les références, notamment le tonnerre et le Rans des vaches. Parce que pour Berlioz, c'est un moyen de légitimer sa musique qui incarne la modernité dans une tradition de la modernité qu'est la musique de Beethoven. Autre chose dont je n'ai pas vraiment parlé ici, mais je le cite quand même parce que c'est très important de le dire, Berlioz, il est reconnu comme un très grand orchestrateur. La couleur instrumentale, même chez les détracteurs de Berlioz, c'est en général le point fort de sa musique, c'est ce qui est reconnu par tout le monde. Je vous prends un de ses détracteurs les plus connus, c'est François-Joseph Fétis, qui écrit une critique assassine à propos de la symphonie fantastique. En gros, il dit que tout est mauvais, voilà, qu'il n'y a rien qui tient, que bon, il y a à peine, voilà, oui, la couleur instrumentale, ça va. Alors on pourrait dire à M. Fétis qu'il s'est trompé, qu'il a tout faux, mais rappelez-vous, si vous écoutez cette musique du point de vue des formes, c'est très déroutant. Donc voilà, ne chargeons pas Fétis plus qu'il n'en est nécessaire. Fétis, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui connaît son affaire, mais tout le monde peut se tromper. Et alors pour terminer, j'aimerais citer Jean-Pierre Bartoli, qui nous dit que la nouveauté de Berlioz, c'est de prendre la tradition dialectique du genre de la symphonie classique à bras-le-corps
pour la transfigurer de fond en comble, en exploitant son potentiel narratif et faire apparaître une pensée musicale par essence linéaire. Je vous remercie et vous souhaite bonne écoute, bien sûr.